Bien, bonjour à tous. Bienvenue au 4e rencontre sanitaire apicole en région Auvergne-Rhône-Alpes, événement donc co-organisé par l'ADA, les GTV et la FRGDS sur et pour la santé des abeilles, enfin de l'abeille. Donc après 2 premiers webinaires cette année sur le thème de la lutte contre Varroa, ce 3e webinaire de l'année est dédié au frelon asiatique. Donc, ce webinaire a été préparé et est animé par Alexandre Rouget de la FRGDS et Georges Picot, apiculteur dans l'Ain et animateur frelon. La logistique et la modération sont assurées par Élodie Romiano de l'ADA-Aura, Adeline Alexandre de la FRGDS Aura et moi-même, Philippe Noirter du GTV Aura. Comme d'habitude, la présentation va durer environ 45 minutes. Bonne visio à tous. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est frelons asiatiques, prédation sur mes ruches, que faire? De quoi va-t-on parler au cours de ce webinaire? Eh bien, dans un premier temps, je vais vous faire un rappel sur la notion de pression de prédation et les conséquences sur les ruches. Ensuite, je vous présenterai les différentes actions que vous, en tant qu'apiculteur, vous pouvez entreprendre pour minimiser les dommages liés à une pression de prédation du frelon asiatique et protéger vos ruches. Alors, on ne verra pas toutes les techniques qu'il y a sur le web, il y en a tout un tas. On verra les techniques principales et je vous présenterai celles qui sont significatives, qui fonctionnent et pour lesquelles il peut y avoir des études scientifiques, de celles qui ne fonctionnent pas ou alors moins bien. Ensuite, je ferai le point sur le piégeage d'été-automne, qu'on appelle aussi piégeage de protection et qui est une méthode aussi incontournable pour protéger les ruches. Et enfin, Georges Picot, donc animateur frelon asiatique pour la section apicole du GDS de l'Ain, interviendra pour vous parler de la recherche de nids et vous fera part de son expertise et donc de son expérience sur le sujet. Donc, incidence de la pression de prédation. Alors, la pression de prédation, c'est quoi? C'est lorsque le frelon asiatique se met en vol stationnaire devant les ruches, dos ou face à l'entrée de la ruche, et capture une abeille qui tente de rentrer ou de sortir de la ruche, puis la décortique pour ne récupérer que le thorax qui contient en fait les muscles, des pattes et des ailes, et qui est riche en protéines. Il en fait une boulette et la ramène à la colonie pour nourrir les larves. Donc la pression de prédation, c'est le nombre de frelons asiatiques en vol stationnaire par ruche, en fait, à un instant donné. Donc cette pression de prédation augmente au fil du temps, durant la saison, avec un besoin qui augmente au fur et à mesure en protéines pour élever les nouveaux individus et faire croître la colonie de frelons. Donc il est essentiel de surveiller régulièrement autour de vos ruches pour détecter si effectivement il y a la présence du frelon asiatique et pour voir aussi son évolution. Donc vous comptez le nombre de frelons asiatiques présents dans le rucher et vous divisez par le nombre de ruches, vous avez la pression de prédation. Alors il faut savoir que le besoin annuel estimé pour une colonie de frelons asiatiques, c'est 11 kg d'insectes par an. Donc, c'est assez conséquent. Et ce sont des proies de toute nature, avec une préférence évidemment pour les insectes sociaux, puisque ça constitue un réservoir conséquent et regroupé au même endroit, donc un réservoir de nourriture, comme un supermarché en réalité, et avec 18% de guêpes dans la composition des proies, un tiers en milieu d'abeilles en milieu naturel et jusqu'à 2 tiers en milieu urbanisé. Donc, c'est un vrai problème pour l'apiculture. Alors, la prédation au printemps, en période de nid primaire, reste assez faible et sans impact sur les ruchers car on n'est qu'en présence des fondatrices. Par contre, à l'été, à partir de juin, on commence à avoir une forte pression, une forte prédation qui croît durant l'été, dès la présence des nids secondaires. Et lorsque la colonie de frelons asiatiques s'est largement développée et qu'elle a un besoin important
en protéines et en sucre pour l'élevage des futurs reproducteurs à partir de fin août et durant tout le mois de septembre. Donc la pression de prédation devient maximale en conséquence et donc a un impact fort sur les ruchers. Et toutes les ruches d'un même rucher donc, sont impactées, hein. Il n'y a pas de différence, si ce n'est que l'impact est plus fort sur les petites colonies, comme les essaims de renouvellement de cheptel qu'on fait assez tardivement sur juin et juillet, ou encore les nuques de fécondation, ou les colonies tout simplement qui sont affaiblies, soit par une maladie ou un manque de nourriture. Donc les frelons s'attaquent de préférence aux petites colonies, d'où l'obligation d'avoir des colonies fortes au niveau sanitaire, hein, bien contrôler l'efficacité des traitements varroa et de vérifier que les réserves de nourriture soient suffisantes, surtout en période de sécheresse, hein, sinon faire un appoint, un apport, un complément donc de sirop, de miel, etc. Et puis l'impact est plus important sur les petits ruchers puisque la pression de prédation est moins diluée que sur les gros, hein. Plus il y a de ruches et plus la pression est diluée. En réponse à cette prédation, on a deux comportements des abeilles observés sur le terrain. Alors, on voit parfois chez Apis mellifera des réactions offensives, donc on appelle ça un amas offensif, avec des abeilles qui sont regroupées en V sur la planche d'envol pour tenter soit d'intimider le frelon asiatique, soit d'en capturer un. À ce moment-là, quand elles en ont capturé un, elles l'entourent, elles forment une boule autour de l'intrus, en fait pour le tuer, hein, donc en obturant ses stigmates au niveau de l'abdomen pour l'asphyxier, et aussi pour élever la température corporelle et ainsi le faire mourir par hyperthermie. On commence à observer ce comportement de manière plus fréquente sur les ruchers, mais ça reste encore limité et non systématique, comme chez son homologue asiatique, hein, l'Apis ceranae, qui, elle, sait se défendre. Mais surtout, ça n'empêche pas la paralysie de la colonie qui limite son activité de butinage pendant qu'elle se défend. Et on peut voir aussi un deuxième comportement où les abeilles là, ont complètement déserté la planche d'envol. En fait, hein, on ne les voit plus sur la planche d'envol. C'est ce qu'on appelle le retrait défensif, hein, c'est-à-dire qu'elles sont repliées à l'intérieur de la ruche. Et donc là, l'activité de butinage est complètement à l'arrêt. Et lorsque le niveau de prédation est tellement fort, enfin trop important, eh bien là, les frelons asiatiques peuvent rentrer même à l'intérieur de la ruche pour piller en fait toutes les réserves, pollen, miel, les larves et aussi les abeilles. Donc dans tous les cas, la pression de prédation crée un vrai stress dans la colonie. Et c'est ce qu'on va voir ici, donc un stress qui a été mesuré scientifiquement, hein, donc, par des études avec l'augmentation du taux d'expression des gènes qui sont associés au stress oxydatif. Et donc, en fait, ça va provoquer une paralysie de l'activité de vol, hein, de la recherche de nourriture. C'est-à-dire que les ouvrières, elles vont s'arrêter de butiner, en tout cas, elles vont diminuer leur activité au fur et à mesure jusqu'à s'arrêter. Les réserves, donc, en conséquence, vont diminuer. Il va y avoir aussi un arrêt de ponte de la reine. Les abeilles ne sont plus renouvelées et on observe aussi chez les abeilles existantes une perte de poids et un raccourcissement de la durée de vie chez les ouvrières. Donc la colonie, elle finit par s'affaiblir et mourir pendant l'automne-hiver suivant. Donc il y a aussi un effet de la baisse de la collecte de propolis, en fait, et aussi une baisse des activités hygiéniques, hein, de nettoyage de la ruche, donc l'enlèvement des cadavres, le nettoyage des cellules, etc. D'où un risque aussi de prolifération des agents pathogènes et la déclaration de maladies, hein, qui va de pair avec la diminution de la population. Donc l'objectif, ça va être de limiter la pression de prédation pour limiter le stress de la colonie. Et pour cela, ça va être de protéger les ruches pour faire baisser la pression de prédation
qui est faite par les ouvrières frelons asiatiques. Donc, les méthodes de protection des ruchers. Donc, on a des différents types, hein, mais on a d'abord des filtres mécaniques, hein, donc là, comme la muselière. Donc, elle se met donc à l'entrée de ruche. Donc, vous avez sur les photos différents types. Et en fait, c'est une sorte de cage en fait, qu'on met devant la ruche. Et il y a un grillage dont la maille est variable, hein, mais il faut une maille au minimum de 6 mm pour laisser passer les abeilles. Plutôt de 7-8, c'est mieux parce qu'elle passe plus facilement. Et donc, elle est assez relativement facile à fabriquer soi-même, hein. Donc, il suffit d'avoir du grillage à poules et quelques planches de bois. Mais on a aussi des modèles qui sont commercialisés, comme les deux photos de droite. Ça n'empêche pas le passage des frelons asiatiques à travers le grillage, hein. Donc, le frelon peut se retrouver à l'intérieur de la muselière, mais en tout cas, ça va l'obliger à ne pas stagner devant et à très vite avoir envie de ressortir. Et le but étant de repousser le frelon asiatique le plus loin possible de l'entrée de la ruche, hein, de plusieurs dizaines de centimètres, et donc, quelque part, de baisser ce stress qui est engendré par la prédation, et donc après maintenir en conséquence l'activité de butinage. Et d'après certaines études, la muselière, donc il y a une muselière spécifiquement qui a été étudiée, c'est la muselière que vous voyez complètement à droite en plastique qui est commercialisée, et donc ça diminue le stress et ça augmente la survie des colonies de 51%. Donc, c'est un moyen quand même qui peut aider à faire que les ruches bien résistent à cette pression de prédation. Et concernant donc les études scientifiques, donc il y a une autre étude qui porte sur l'activité relative des vols de colonies d'abeilles par rapport au nombre de frelons en prédation devant les ruches. Et cette étude montre que la muselière est efficace pour réduire le stress et permet aussi de maintenir une activité de butinage d'environ 80%, donc ce qui est quand même pas mal. Et d'ailleurs, on voit sur le graphe, hein, le nombre de frelons asiatiques augmenter, lorsque le nombre de frelons asiatiques augmente, que la muselière a un effet positif. À prendre en compte que la muselière, quand même, perturbe aussi l'activité de vol des abeilles, hein, et donc il est préférable de la mettre en place à partir de 4 frelons, hein, en prédation. Donc c'est ce que montre le graphe, hein, donc à l'intersection des deux courbes. La courbe en vert, c'est celle avec une muselière, et la courbe en gris, c'est sans muselière. Et donc à l'intersection, on voit qu'il y a un changement de direction quelque part. Et donc, en fait, il est préférable de l'installer à partir de 4 frelons. Cependant, moi, je dirais personnellement qu'il vaut mieux pas attendre qu'il y ait une pression trop forte, hein, au niveau de la ruche, et plutôt d'utiliser les muselières en anticipé dès l'installation du frelon asiatique. Parce qu'il faut un certain temps aussi pour que les colonies d'abeilles s'habituent en fait à ce dispositif qu'on met devant leur entrée de ruche. Il existe aussi une autre sorte de filtre mécanique qu'on appelle la planche normale. Alors, je la présente ici parce qu'en fait, on la voit souvent aussi sur le web, et en fait, qui correspond à un réducteur d'entrée avec un coup de PVC de 45 degrés et qui est monté sur une sorte de boîte en fait qu'on met juste devant l'entrée de ruche. Donc, ça permet que les abeilles ne voient pas le frelon et que le frelon ne voit pas les abeilles qui prennent rapidement leur vitesse de vol, et le frelon donc a moins de chances de les attraper. Donc il n'y a pas d'étude pour ce dispositif, donc il n'y a pas non plus de certitude. L'efficacité reste à tester, mais il semble que d'après certains apiculteurs, ça marche plutôt bien et ils l'ont adopté parce que ça limitait quand même la prédation. Donc ça, c'est à mettre à partir de septembre, après les dernières mielées, hein, pour pas justement perturber l'activité, la rentrée de nectar dans la ruche. Et lorsque la prédation vraiment est devenue trop forte.
Ensuite, le filet. Donc, ce système n'a pas non plus été étudié scientifiquement, mais il a le même effet que la muselière de repousser en fait le frelon loin de l'entrée de la ruche. Et donc, il va limiter aussi quelque part le stress puisque les frelons ne peuvent pas trop s'approcher. Donc, sur l'exemple de droite, vous avez ici, sur la photo de droite, donc un filet qui correspond en fait à du filet de protection de fraises qu'on met sur les fraises contre les oiseaux, qui a une maille assez large, donc qui permet de laisser passer aussi le frelon. Mais en fait, les abeilles peuvent passer sans qu'elles arrêtent leur vol, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées de se poser sur le filet, elles passent au travers sans problème. Alors que le frelon, lui, doit s'arrêter et passer dessus. Donc ça peut être une bonne technique. Donc on peut le faire au niveau d'une seule ruche, mais voir tout un rucher comme sur la photo de gauche. Alors évidemment, faire bien attention au diamètre de la maille pour pouvoir laisser passer les abeilles. Alors c'est pas toujours réalisable en fonction des ruchers. Sur les petits ruchers, c'est peut-être possible et à mettre en œuvre. Difficilement sur les plus gros, mais voilà, donc c'est des possibilités que vous avez. On a aussi la raquette, donc la raquette qui peut être électrique ou pas sur les photos de gauche. Donc c'est une technique qui est super sélective, toujours, enfin en tout cas si l'apiculteur sait reconnaître le frelon asiatique, ça c'est déjà la première chose, et qui est assez efficace, mais qui est très chronophage, qui demande à passer du temps devant les ruches. Donc, toujours le même problème. Si on a ses ruches juste devant sa maison, qu'on a 2-3 ruches et qu'on a le temps, il n'y a pas de souci. Dès lors où on a plusieurs ruchers, ça devient un peu plus compliqué. Mais quand même, le fait de passer du temps devant la ruche, que l'apiculteur soit présent, ça perturbe aussi l'activité du frelon asiatique quelque part, puisqu'on observe qu'il ne fait plus forcément du vol stationnaire, mais il fait des allers-retours entre les ruches, un peu comme le vol du frelon européen. Donc ça le perturbe et en général, il repart assez vite quand on est présent là, pendant un certain temps. Un autre dispositif sur la photo de droite, c'est la harpe électrique. Le principe, c'est qu'il y a un passage d'un courant en fait, dans un système de quadrillage de fils électriques avec un espacement qui permet aux abeilles en vol donc de passer au travers, mais pas au frelon asiatique qui a une envergure plus importante. Et quand donc il va recevoir une décharge électrique à chaque fois qu'il va toucher 2 fils consécutifs, il va s'électrocuter, il va tomber donc dans un récipient, un bac dans lequel il y aura de l'eau savonneuse, de l'huile ou autre chose, et finira donc par se noyer. Donc c'est un système qui peut être intéressant. Il y en existe différents modèles sur le web, je vous laisserai aller voir. Il y en a qui mettent ça, enfin il y a vraiment des apiculteurs ingénieux qui réfléchissent à des techniques voilà, pour les faire évoluer, etc. Donc il y a des choses intéressantes. Il faut compter environ 100-150 euros quand même pour fabriquer sa propre harpe. Et dans les commercialisations, c'est à peine plus cher. Donc sur certains sites espagnols, il y a des harpes qui se trouvent à peu près dans les mêmes prix. Donc il y a une étude qui a été menée sur la harpe par Rojas en 2022 sur un échantillon de 36 ruches avec une harpe perpendiculaire entre 2 ruches. Et cette étude montre que les harpes électriques protégeraient bien les abeilles en réduisant la pression de prédation. Et donc, ça augmenterait du coup l'activité de vol, de recherche de nourriture, et donc le revenu pollinique et de miel. Mais aussi, ça augmenterait la production de couvain et le poids corporel des ouvrières. Donc, quelque part, des ruches, des colonies plus saines. Et donc, elles auraient un taux de survie hivernale beaucoup plus important que celles qui ne sont pas protégées. Par contre, un petit bémol quand même par rapport à cette étude, je dirais, c'est que l'efficacité là, elle est démontrée par rapport à un grand nombre de harpes, puisqu'on a une harpe par ruche placée entre 2 ruches. Donc, ce qui semble assez irréalisable sur le terrain par rapport aux gros ruchers notamment, donc par rapport au coût prohibitif, par le fait de construire ou d'acheter une harpe.
Par contre, ça peut être jouable sur les petits ruchers. Ici, on a un autre exemple d'un montage un peu différent, donc avec une harpe en position horizontale au niveau de l'entrée de ruche. Bon, là, on pourrait mettre le doute sur l'impact au niveau des abeilles, hein, qui doivent forcément à un moment donné s'électrocuter. Mais bon, bah, pourquoi pas à tester, hein. Donc ça me fait penser, moi, à une petite forteresse avec le piège à côté. Mais bon, faut tester, hein. De toute manière, c'est les observations de terrain qui font qu'on peut vraiment avancer sur la protection de nos ruches. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'essayer par soi-même, d'être vraiment critique et d'essayer de faire évoluer, même quand ça ne marche pas, de se demander pourquoi éventuellement ça ne marche pas. Sinon, les entrées de ruches aussi sont parfois nécessaires. Donc, en fait, c'est des entrées anti-frelons en fait, qui évitent aux frelons de pouvoir rentrer à l'intérieur de la ruche. Alors, il y a quand même certains frelons de petite taille qui arrivent à rentrer à l'intérieur, mais en fait, ça limite quand même bien globalement. Donc, c'est à mettre sur les petites colonies ou celles qui sont en retrait défensif et à installer plutôt vers le mois de septembre après les dernières mielées, hein, donc pour justement aussi éviter de faire des blocages au moment des rentrées de nectar. Les prédateurs du frelon asiatique, alors bon, il en existe quelque part, donc les poules, enfin, je dirais plutôt les poulets. Je dirais que ça ne fonctionne pas à moins d'avoir un grand nombre de volailles sur une toute petite surface et d'avoir au moins toujours un animal devant l'entrée de ruche, hein. Moi, j'avais testé, clairement, les poules, au bout d'un mois, elles s'en désintéressent. Et puis en plus, c'est pas forcément sélectif parce que la poule, elle va pas faire la différence entre un frelon asiatique et une abeille, même si le frelon a tendance à faire du vol stationnaire, il sera peut-être plus facilement attrapable. Mais en gros, enfin, elles ne font pas la différence, donc difficile que cette technique soit vraiment efficace. Il existe aussi les plantes carnivores. Donc en 2015, il y a eu une étude qui avait été menée sur la Sarracenia, donc qui est une plante carnivore, hein, qui est plantée en masse dans le jardin des plantes, et qui avait montré que en fait, la plante était très efficace pour capter les frelons asiatiques en grand nombre. Donc il y avait une étude en fait de tous les réceptacles, hein, ce qu'on appelle les urnes, et donc l'étude systématique de toutes les proies qui étaient à l'intérieur. Et en fait, il y avait eu un grand nombre de frelons asiatiques capturés. Mais il se trouve que l'année suivante, en 2016, eh bien, l'étude a montré l'inverse, qu'en fait, qu'il n'y avait pas de spécialisation de la plante vers le frelon asiatique, puisqu'en fait, il y avait tout un tas d'autres insectes qui avaient été aussi capturés et pas plus en fait pour le frelon antique. Alors pour la petite histoire, c'est simplement que l'année d'avant, précédente, il y avait eu une colonie assez importante au niveau du jardin. Donc les frelons avaient capturé un maximum d'insectes, donc il y en avait moins dans l'environnement et en proportion, donc la plante avait capturé plus de frelons asiatiques. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est dans les deux cas, donc ces deux prédateurs, je dirais, c'est pas significatif, hein, car c'est assez anecdotique, et c'est surtout non sélectif. Mais pourquoi pas, hein, à la limite, si vous voulez tester et décorer votre rucher, ça peut toujours le faire, hein, c'est toujours voilà, faites par vous-même et vous verrez. Mais en tout cas, il y a peu d'impact en fait sur le devenir des populations de frelons asiatiques. Autre possibilité, lorsque la pression de prédation est vraiment devenue trop forte, eh bien, ça va être de transhumer, en fait, de déplacer ces ruches. Alors, vers des zones soit qui sont plus riches en ressources alimentaires, hein, donc transhumer pour faire de la mielée, hein, rentrer, par exemple, sur la lavande ou autre, hein, au moment des grandes mielées, et sinon sur des zones qui ne sont pas ou alors moins impactées par le frelon asiatique. Ça va être aussi de regrouper les ruchers, les ruches, lorsqu'on est sur des tout petits ruchers, hein, ce qui va permettre en fait de diluer la pression de prédation quand ben, on a un grand nombre de ruches. Et vraiment, quand les colonies elles souffrent vraiment de paralysie de recherche, hein, par rapport à la recherche de nourriture, eh bien, bah, il va être nécessaire de faire un apport, un complément alimentaire
qui va être diversifié et riche en différents nutriments. Donc, ça peut être tout simplement de redonner du miel. Il contient tout ça, le miel, pour les assister et pour essayer de passer cette période difficile par rapport au frelon asiatique. Le piégeage de protection, donc avec appât. Donc en fait, le piégeage de protection consiste à installer des pièges sur les ruchers durant les périodes estivales et automnales, donc c'est-à-dire entre juin et novembre, lorsque le frelon asiatique est en chasse sur les ruchers, et le but étant de piéger un maximum d'ouvrières et donc de limiter l'impact sur les colonies. Donc, il est considéré de le mettre en place dès 3 frelons en prédation par ruche. Alors ça, c'est plutôt en période d'abondance. Et dès lors où on est en période de disette, en faible ressources alimentaires, et ça, c'est notamment pendant les périodes de canicule à l'été, qui sont des périodes de disette. Donc là, vaut mieux l'installer dès l'apparition des frelons, tout simplement. Un seul piège pour 10-15 ruches suffit. Bon, vous pouvez en mettre un peu plus si vous le voulez. Ce qui aura pour effet de faire baisser le nombre d'individus en chasse devant les ruches, et donc de réduire la claustration des colonies d'abeilles et de maintenir l'activité de butinage. Donc ça, c'est l'effet qui est escompté. Mais c'est aussi quelque part de ralentir un peu le développement de la colonie de frelons asiatiques et de limiter la quantité de fondatrices naissantes ou la qualité en fait des reproducteurs, puisque comme il y a moins de nourriture à rentrer dans la colonie de frelons, il y aura forcément moins pour les larves. Cependant, pour que le piégeage ait quand même un impact réel sur la survie des colonies, je dis bien sur la survie de la colonie entière, il faudrait quand même pouvoir tuer plus de 75% des ouvrières de frelons asiatiques. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Mais c'est donc ce piégeage d'été-automne de protection est surtout un moyen de limiter en fait la pression de prédation sur les ruchers, plus que d'essayer d'avoir un impact en fait sur les frelons. Alors, pour qu'un piège soit efficace, eh bien, il faut à la fois que l'appât soit attractif pour le frelon asiatique et qu'il soit répulsif pour les autres insectes, et que ce soit durable dans le temps. Ça, c'est la définition d'un piège efficace. Et l'idée, c'est d'avoir un piège attractif, et ça marche plus ou moins bien en fonction des types de pièges, mais qui soit aussi répulsif à l'entrée. Alors, soit par un filtre chimique, mais malheureusement, aujourd'hui, les essais de laboratoire ont montré en fait qu'il y a que les pièges, enfin les filtres répulsifs ne fonctionnent pas par l'utilisation de phéromones de frelons asiatiques, ne repoussent pas en fait les abeilles et les autres insectes. Et puis on a aussi les filtres mécaniques, comme on a vu précédemment. Cependant, aucun piège aujourd'hui n'est sélectif à 100%, ça c'est une évidence. Du fait que les appâts utilisés sont des appâts alimentaires et qu'ils ont tous un large spectre au niveau attractivité, tout simplement parce que les insectes en général ont tous le même régime alimentaire. Mais il faut voir quand même une relativité entre les différents pièges. Il y a des pièges qui sont non sélectifs, vraiment pas du tout sélectifs, et il y a des pièges qui sont plus sélectifs, et c'est ceux à préférer. Donc juste rapidement, les pièges non sélectifs, à préciser qu'ils ont un impact désastreux sur toutes les espèces non cibles, et donc sur l'environnement. Ce sont tous les pièges de type bouteille ou d'homme, comme le Veto Pharma qui est commercialisé, mais aussi les pièges artisanaux, comme on peut le faire avec les pièges bouteilles, et qui en fait utilisent un appât liquide, donc un appât sucré, mais qui forcément a un impact pour les insectes, puisque l'issue est fatale. Les insectes meurent par noyade à l'intérieur du contenant, et ils n'ont pas la possibilité de ressortir. Et même s'ils ont la possibilité de ressortir, ils vont avoir passé un certain temps dans un milieu qui est à la fois humide
est chaud, hein, parce que l'été, quand il fait un peu le cagnard, il suffit qu'il y ait un rayon de soleil dessus, et très vite, c'est un environnement chaud. Et ça, d'après les études scientifiques, eh bien, ça peut avoir un impact sur, si ce n'est pas sur la survie des insectes, en tout cas, c'est un impact sur le taux de fécondité. Donc, ce n'est pas anodin du tout. Et vous voyez même que ce n'est pas anodin sur la photo complètement à droite en bas, où on voit en fait ici la prise d'un piège bouteille, hein, qui avait été fabriqué avec le cône retourné, enfin le goulot retourné vers le bas. Eh bien, en fait, ce sont des souris qui avaient été tout simplement capturées. Les pièges avaient été laissés longtemps pendant l'automne. Ça, c'est une photo que j'ai récupérée d'un signalement par un déclarant qui avait renvoyé ça. Et effectivement, les souris, elles avaient faim, donc elles sont rentrées dans les pièges et malheureusement, elles se sont noyées. Donc, c'est vraiment pour montrer que ce type de piège a un impact sur l'environnement et que ce n'est pas quelque chose à prendre avec légèreté, en fait. Les pièges plus sélectifs, donc c'est ceux à préférer, hein, c'est ceux de type NAS, hein, de type caisse, qui se présentent sous forme de boîte, avec un filtre mécanique, c'est-à-dire qu'il y a deux cônes inversés, et puis par lesquels donc vont rentrer les frelons asiatiques. Ils vont empêcher les plus gros, donc c'est-à-dire les frelons européens, sauf les frelons de petite taille, mais les frelons européens restent à l'entrée, en fait, ne peuvent pas rentrer, hein, puisqu'il y a un diamètre qui est de 8-9 mm. Et par contre, les petits insectes peuvent rentrer, mais ils ont la possibilité de ressortir grâce à des grilles qui sont latéralement. En fait, souvent, ce qui est utilisé, c'est des grilles à rennes. Et donc, en fait, ne sont piégés que les frelons asiatiques. Donc, ça permet quand même quelque part de préserver les autres insectes. Et puis, à l'intérieur, donc, on va avoir aussi un appât qui pourra être liquide ou solide, hein, qu'on va laisser. Donc, souvent, il y a des trappes en fait sous le piège, mais on peut mettre aussi des contenants à l'intérieur. L'idée, quand même, c'est de mettre un voile, enfin, une moustiquaire dessus, une maille, avec une maille très fine qui permet que même les tout petits insectes, parce qu'il y a des très petits hyménoptères, hein, des très petites abeilles, puissent pas rentrer et se noyer dans le liquide tout simplement. Euh, Donc, au niveau du régime alimentaire du frelon asiatique, il y a deux sources, en fait, les sucres et les protéines, hein, selon la période dans l'année. C'est ce que montre donc le graphe ici affiché. Donc, les sucres, eh bien, sont contenus dans les fruits et le nectar des fleurs, et puis ils sont consommés surtout à deux moments essentiels dans l'année. Au moment où la fondatrice va émerger au début du printemps, hein, pour reconstituer ses réserves avant de s'affairer à la construction du nid et au premier élevage d'ouvrières. Et puis en septembre-octobre, au moment où les futurs reproducteurs mâles et femelles ont besoin d'être engraissés pour faire des réserves énergétiques avant de faire leur vol de fécondation qui est assez énergivore. Et puis, on a aussi les protéines, hein, qui sont contenues dans les insectes et d'autres arthropodes et qui vont être consommées par le frelon asiatique. Et de la même manière, au printemps, la fondatrice en a besoin aussi pour son premier élevage de larves. Et puis, en fait, sinon, en fait, il y a un besoin des protéines tout au long de la saison, avec un pic plutôt vers le mois d'août, août-septembre, où là, il va y avoir donc un besoin important en protéines pour nourrir les larves en développement des futurs reproducteurs, justement. Donc voilà la distribution en fait des sources alimentaires du frelon asiatique dans le temps. Alors, il y a différents appâts, hein, que je vous présente ici qui sont attestés, donc ils fonctionnent, on va dire, tous plus ou moins bien en fonction du contexte local et des apiculteurs. Mais voilà, donc c'est attesté. Au niveau des protéines, eh bien, c'est surtout de la chair de poisson qui est mixée, hein, et diluée dans de l'eau, hein, donc diluée à 25%. Donc ça peut être utilisé, ça marche dans certains cas. Donc on peut utiliser tout un tas d'appâts protéinés,
des poissons, de la viande, pourquoi pas. Certains utilisent, alors j'avais entendu parler dans l'Ain de la bouillette, en fait c'est des sortes d'amorces hein, qu'on utilise à la pêche, qu'on lance au bout de la ligne pour faire, donc appâter le poisson. Personnellement, j'ai testé, j'ai pas vu, en tout cas, bon, j'ai testé sur deux, trois pièges, j'ai pas vu de gain par rapport à l'appât, à un autre appât. Mais bon, pourquoi pas à tester, hein, il faut tester plus largement pour s'assurer de ça. En tout cas, il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus. Au niveau des appâts sucrés, eh bien, on a le fameux mélange un tiers, un tiers, un tiers, vin blanc, bière et sirop, de préférence de cassis parce qu'il est plus odorant et donc il diffuse un peu plus, pour lesquels il y avait eu une étude dans la Drôme, Drôme-Ardèche, par le GDS, des GDS de l'Ardèche et de la Drôme, et voilà, qui avait déterminé qu'en fait, qu'il y avait un bon taux d'attractivité par rapport à ce type donc d'appât. On a aussi, alors moi j'ai testé le vin cuit, le Romanetti Rosso. Donc c'est en fait un vin cuit hein, qui est de à peu près entre, je sais plus, 26 ou 40 degrés d'alcool et qu'on trouve à Lidl, hein, c'est à peu près 1,50 € le litre. Alors certains l'utilisent, apparemment ça marche bien. Moi je l'ai utilisé aussi et ça marche plutôt bien. Alors c'est plutôt à diluer en rapport 1 pour 4 parts d'eau. Moi je l'ai utilisé même brut directement et j'avais plutôt ça avait l'air en tout cas de mieux marcher que le mélange un tiers, un tiers. Mais bon, pareil à tester, hein. Ça marche peut-être dans un endroit et pas dans un autre. Donc, faites vos expériences, enfin, vos propres expériences. Il y a aussi les appâts commerciaux. Alors, je le dis parce que ça marche dans certains cas quand même. C'est le fameux Vespa Catch hein, qui est vendu par Veto Pharma et qui en fait attire bien aussi les insectes, enfin les insectes malheureusement d'une manière générale, mais les frelons asiatiques. Et puis ensuite, on peut avoir d'autres produits comme les produits de la ruche, donc le jus de cirier fermenté. Donc il suffit de prendre un cadre de corps, de le faire fondre dans de l'eau chaude et d'ajouter du miel ou s'il y a du miel à l'intérieur et puis de laisser fermenter pendant plusieurs jours, enfin pendant 3 jours. Et en fait, ça attire bien le frelon. L'idée, le fait qu'il y ait de l'alcool dans les appâts, ben, est censé moins attirer les abeilles, puisque quand vous mettez un miel ou un sirop qui est fermenté dans les nourrisseurs, en général, les abeilles ne le prennent pas. Donc, c'est censé moins attirer les abeilles, donc c'est plutôt bien. Et puis le pain d'abeille aussi, ça peut parfois redonner en fait l'atmosphère de la ruche. Par contre, il y a quand même un risque à utiliser les produits de la ruche, bah, c'est le fait qu'il peut y avoir du pillage. Et là, bah, ce n'est pas forcément des mesures prophylaxiques, hein, parce qu'il peut y avoir des échanges de pathogènes. Donc, à éviter, mais bon, c'est plutôt à observer. Hein, si vraiment il y a en période de disette, on va éviter d'utiliser ce type de produit-là. Laisser les appâts accessibles, enfin ne pas laisser les appâts accessibles aux insectes, donc bien recouvrir d'une grille à mailles très fines. Cela dit, ça peut être intéressant quand même de laisser un petit contenant donc en utilisant une éponge sur lequel on vient verser donc un liquide pour essayer donc de garder vivants les frelons asiatiques, les ouvrières, hein, puisque on sait que les phéromones d'alarme qui sont générés quand le frelon asiatique est en stress, donc des ouvrières qui sont capturées, eh bien, va permettre d'attirer les autres congénères, en fait, tout simplement. Donc, ça va augmenter l'attractivité. Voilà. Dernière petite chose dessus, c'est que, je le rappelle, il y a, comme on est sur des appâts alimentaires et qu'on est sur un large spectre, on attire aussi d'autres insectes et malheureusement, et donc il est essentiel d'aller visiter régulièrement les pièges, hein, de la même manière qu'il est important de renouveler
les appâts, notamment les appâts liquides en période de chaleur, parce que ça s'évapore très vite, eh bien, il faut aussi renouveler, visiter régulièrement les pièges pour contrôler les prises. Tout simplement pour essayer d'avoir un impact limité sur l'environnement et sur la biodiversité. Et dès lors où on a un nombre d'individus, d'espèces non cibles, hein, qui est autre que le frelon asiatique, qui est égal ou qui est supérieur au nombre d'individus de frelons asiatiques, eh bien là, il faut arrêter le piégeage puisque c'est plus du tout sélectif. Alors, il y a 2 études en cours au CNRS, hein, donc en perspective, et qui est très attendue, enfin, en tout cas avec impatience par les apiculteurs. C'est une étude, en tout cas, qui devrait être prometteuse, on l'espère, mais qui ne sortira pas avant au moins 2024 pour cause de financement et de formulation industrielle à perfectionner. C'est l'utilisation de la phéromone d'alarme, hein, du frelon asiatique, donc comme je l'ai dit juste avant, qui est produite lorsque le frelon asiatique est en stress, et donc il va attirer les congénères ouvrières. Donc dans l'idée, ça devrait se présenter sous forme de capsule qu'on aura à mettre dans les pièges et qui devrait diffuser la phéromone très progressivement, donc sur une période donnée pendant 20 jours à un mois. Donc on espère que ça sortira quand même et que ça marche de manière assez, enfin, avec efficacité. Euh, D'ailleurs, on peut déjà l'utiliser, hein, comme je vous l'ai dit, en essayant de maintenir les frelons vivants, mais aussi en ne nettoyant pas les pièges. À chaque fois que vous renouvelez vos appâts, ne les nettoyez pas, laissez même les cadavres de frelons. Ça permet aussi de conserver les fameuses phéromones et donc de toujours garder cette attractivité. Et puis, il y a une autre étude, c'est le piégeage sexuel ou la phéromone sexuelle, donc, qui est synthétisée en laboratoire, de l'agine, hein, c'est-à-dire la femelle sexuée qui naît à l'automne, eh bien, qui sera utilisée comme durant la période d'accouplement, donc à l'été-automne, pour attirer les mâles en masse, les mâles de frelons asiatiques, donc dans un piège, ce qui pourra avoir comme effet de diminuer le nombre de mâles à féconder dans l'environnement et donc de baisser l'apport génétique des mâles. Et ainsi, donc, les gènes, donc les femelles sexuées seront moins bien fécondées en quantité et en qualité. Et donc, ça devrait avoir un impact sur la reproduction les années suivantes, avec, on imagine, moins de fondatrices produites et des colonies de plus petite taille, ce qui devrait limiter les populations de frelons asiatiques. Et on imagine qu'à plus long terme, ça augmentera l'effet de la consanguinité de l'espèce. Mais là, ce sera un test grandeur nature, hein, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui les conséquences. Et la nature étant bien faite, elle aura certainement des mécanismes pour enrayer cette consanguinité. Alors malheureusement, on n'est pas prêt encore de voir le jour, puisqu'il y a encore des molécules à identifier au niveau de cette phéromone pour que l'attraction soit efficace. Donc, à venir. Euh, J'en ai fini pour les différentes techniques. Je vais laisser la main à Georges Picot, donc il va vous présenter la recherche de nid. Voilà, donc oui, je suis apiculteur. Je vais vous présenter très rapidement ce qu'on sait sur la recherche des nids. Je vous incite à regarder sur la plateforme le document qu'on avait publié qui s'appelle Contribution aux méthodes de recherche de nids. Ce sera plus précis que ce que je vais vous raconter. Là, je vais essayer de balayer assez rapidement ce qu'on en sait. Donc, nous, on pratique ça, la recherche, depuis 2017. C'est intéressant parce que on a parlé de défense des ruches, mais la meilleure défense, c'est bien connu, c'est la destruction des nids. Donc, détruire les nids, ça sera un objectif prioritaire, on va dire, hein. Bien sûr, chacun peut défendre ses ruches, mais l'idéal, ça serait bien de détruire ce nid qui est à proximité de vos ruches. Pour ça, il faudrait pouvoir nous le signaler, puisque nous, on a une organisation au niveau régional
qui permet de détruire les nids, bon, bref. Et donc, il faudrait nous les signaler. Or, la plupart du temps, les apiculteurs nous signalent des insectes, mais pas des nids. Alors, comment rechercher les nids? Bon, déjà, la première chose, c'est de trouver une direction. Vous êtes sur votre rucher, vous avez des frelons qui le fréquentent, et où est le nid? Il suffirait finalement de trouver la direction de départ du frelon qui, une fois qu'il aura attrapé une abeille, va s'en aller en direction de son nid. Bon, là, ça sera évidemment difficile de faire ça parce que lorsqu'il aura attrapé une abeille, il va la décortiquer, il va se percher sur la première branche venue, et une fois qu'il aura décortiqué son abeille, eh bien, il va partir en direction de son nid. Sauf qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas été patient et il redémarrera à un moment où vous n'entendiez pas. Donc, mettez des appâts sur vos ruches. Posez des appâts sur vos ruches. Bon, les techniques d'appât, on vient d'en parler, c'est à peu près pareil, quoi. Un appât sucré déjà. Et posez ça sur vos ruches. Et donc, une fois le frelon rassasié, parce qu'il ne va pas manquer de venir manger ce sucre, une fois le frelon rassasié, il repartira vers son nid. Donc, la première des choses, c'est de trouver une direction. Si déjà vous avez une direction, on a bien avancé. Après, comment trouver vraiment le nid? Donc, cette direction, il faut l'exploiter et donc, on va s'avancer en direction du nid sur, mettons, 50 mètres et reposer des appâts. On repose des appâts dans des assiettes ou bien en bas de l'écran, vous avez ce que j'appelle une boîte à appâts. C'est une cuvette posée sur un petit abri, c'est déplaçable. Vous pouvez le visser sur un arbre, vous pouvez le poser sur la ruche, vous pouvez le poser par terre. Le mieux, c'est de le mettre un peu en hauteur. Et donc, cette boîte à appâts vous permet de travailler en toute saison, c'est-à-dire, des fois, il ne fait pas toujours très beau. Si ça bruine, tout ça, votre appât, il va rester exploitable. Donc, on pose des appâts comme ça, de 50 mètres en 50 mètres, et on approche du nid. C'est quelque chose qui est très chronophage. Il ne faut pas croire que vous allez y arriver en ayant passé une demi-journée. Non, l'intérêt, c'est tout de suite de poser pas mal d'appâts, disons sur le rucher, à 50 mètres à droite, à 50 mètres à gauche, et à 50 mètres devant dans la direction. Et d'exploiter ça, mais bon, vous allez revenir le lendemain et voir si vos appâts sont fréquentés. Ce n'est pas la peine de rester trop longtemps. Il faut que les frelons les trouvent. Et la meilleure des recherches, c'est celle qu'on fait avec des frelons qui participent, c'est-à-dire qui vont venir d'eux-mêmes sur l'appât. Si vous prenez, alors on peut capturer des frelons et les relâcher. Ça marche aussi. Donc, pour capturer des frelons, c'est relativement facile parce que sur un appât, ils se méfient peu, ils sont assez faciles à coiffer avec une bouteille d'eau vide et sèche. Et donc, vous les coiffez et après, vous pouvez les relâcher un moment plus tard quand vous voudrez, soit en faisant 50 mètres dans le sens vers le nid, par exemple, vous relâchez votre frelon. Et donc, vous progressez comme ça. C'est aussi une possibilité qui vous fait avancer plus vite. Ensuite, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que mon nid, il est très près, donc à 100 mètres de mes ruches, ou est-ce qu'il est à 1,5 km? Donc, c'est à peu près ce qu'on pratique. Hein. C'est ou très près ou pas beaucoup plus loin. C'est souvent 500 mètres. Donc, il serait intéressant de savoir si il est très près. Parce que s'il est très près, c'est une donnée très importante. Vous avez la direction, vous savez que le frelon il est dans les 100 mètres, et ben, là, c'est quand même facile de visiter un peu les arbres tout autour, et puis vous allez le trouver. Bon, ce n'est pas si facile que ça, parce que souvent, ils sont dans la canopée, dans le sommet de l'arbre, et de dessous l'arbre, vous ne voyez rien. Mais à ce moment-là, on s'éloigne de l'arbre,
on regarde avec des jumelles, voilà. Donc, tous ces détails-là, vous allez les retrouver dans le document sur notre site. Comment observer une lignée d'arbres, à quelle heure il faut le faire, tout ça. Voilà. La BAC que vous avez à l'écran en ce moment vous montre des essais qu'on a faits, je reconnais un assez petit nombre, mais qui montrent bien une tendance, un lien entre la durée d'aller-retour du frelon et la distance. Bon, comment physiquement on fait ça? Ben, on le capture et puis enfin, on n'a pas besoin de le capturer, sur l'appât, vous pouvez très bien approcher avec un stylo de marquage de renne et lui mettre un point sur le thorax de couleurs différentes. Vous pouvez en cibler 3. Après, ça sera trop compliqué à les chronométrer. Voilà. Donc, à mon avis, j'ai dit l'essentiel. Alors, il y avait 2 remarques là sur le graphique que tu as présenté, Georges, qui Ouais, était je les ai lus. en Je les ai secondes. lus, ouais, c'est une erreur, hein, c'est minutes, c'est pas secondes. Oui, c'est minutes. Je m'en suis rendu compte quand tu as bloqué au moment où tu le lisais. Oui, c'est effectivement en minutes et pas en secondes. Donc, voilà. Ok, En fait, faut se recaler par rapport aux ordres d'idées qui sont donnés à côté. C'est bien donné en minutes. Donc, sur le graphe, c'est aussi en minutes et c'est pas en secondes. Simplement, on peut, une fois qu'on a une direction, on peut aussi en avoir plusieurs. C'est-à-dire, si vous avez 2-3 copains qui ont des ruches près de chez vous, interrogez-les. Ils ont peut-être des frelons sur leur ruche. Et donc, mettez-vous en rapport, essayez de faire le travail en commun et de déterminer plusieurs directions. Donc, vous avez à l'écran un cas où il y a 3 directions de vol qui ont été trouvées sur 3 cibles. Les points verts et la petite maison, là, c'est le rucher, puis des endroits où les frelons étaient vus. Donc, vous avez 3 directions. Ça s'appelle la triangulation. Donc, par cette méthode, à supposer qu'on n'ait un nid dans le secteur, eh bien, vous allez déterminer une zone qui a été entourée en jaune et dans laquelle vous aurez à chercher. Bon, ça reste une zone importante puisque, bon, là, c'est une zone pavillonnaire et donc ça va être compliqué de se dire je vais tout visiter. Donc, reste à faire un petit travail sur place de repiégeage pour vraiment trouver l'endroit. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce qu'on sait sur la recherche. Voilà. Après, il existe d'autres méthodes aidées par les techniques, comment, tu passes la diapo, s'il te plaît? Elle n'y est pas en fait, mais les techniques assistées, enfin par les technologies, c'est ça que tu voulais dire sur la radiotélémétrie. En vitesse, voilà. Vas-y, tu peux peut-être en dire 2 mots si tu veux, même s'il n'y a pas la diapo. Oui, donc en gros, il y a 2 méthodes qu'on connaît, mais qui ne sont pas aujourd'hui efficaces. Donc, on les cite hein, et on va en dire 2 mots. C'est d'une part la recherche avec un drone caméra thermique. Donc, nous l'avons testé et bon, il faut disposer d'un matériel plutôt professionnel pour arriver à avoir quelque chose. Alors, sur Internet, on voit que certains l'ont fait, mais nous, avec un drone et une caméra thermique prêtée par les pompiers, on a en face du nid. On a tourné autour du nid avec et on n'a rien vu parce que l'isolation est suffisante. Il faut du meilleur matériel, donc ça coûte cher et ce n'est pas forcément à la portée au moins de l'apiculteur. Voilà. Et d'une part, et l'autre part, c'est la recherche radio. Quoi. On pose des petits émetteurs sur les frelons, on les attache entre le thorax et l'abdomen. Alors, c'est des émetteurs qui sont encore relativement lourds. C'est presque de l'ordre d'un petit frelon le poids. Par conséquent, ils ont bien du mal à décoller, mais c'est efficace. Ça a été utilisé avec succès, sauf que le prix de l'émetteur est relativement cher. On ne peut pas se permettre d'en perdre une dizaine. Et puis, le prix du détecteur aussi. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas à notre portée. Il faudrait que ça progresse
pour être plus petit et moins cher. Voilà. Eh ben, merci Georges. On arrive sur la fin de ce webinaire. Juste en résumé, je vais vous refaire un petit tour de tout ce qu'on aura vu pour que vous ayez bien en tête les différentes méthodes, les différentes techniques. Donc pour faire baisser la pression de prédation et sauvegarder nos colonies, donc vous l'aurez bien compris, il n'y a pas qu'une solution miracle et ça va être l'utilisation de l'ensemble des techniques en lutte intégrée qui permettra donc d'être efficace. Bien se rappeler que la paralysie de recherche de nourriture, le fait qu'elles sortent plus, les abeilles ne sortent plus pour aller rechercher du nectar ou du pollen, et qui est causée par le stress, du fait de la pression de prédation, donc est la principale raison du processus d'affaiblissement et de l'effondrement qui survient ensuite durant l'automne et l'hiver. Donc pour protéger ces ruches, différentes techniques, on l'a vu, protéger les entrées de ruches, donc avec des filets, donc des filtres mécaniques, filets, muselières, les réductions des entrées à partir du mois de septembre, la possibilité aussi de laisser pousser les herbes, les laisser pousser devant les entrées de ruches, ce qui va aussi quand même perturber le frelon quelque part. Alors, je dirais que pour revenir sur des notions de seuil, c'est qu'en période d'abondance, attendre qu'on ait plusieurs frelons avant de mettre en place tous ces dispositifs. Mais quand on est en période de disette ou si on est sur un comportement des abeilles qui est plutôt en retrait défensif, eh bien là, intervenir plus rapidement. De la même manière pour le piégeage, même principe. L'idée, c'est soit d'utiliser l'huile de coude, donc la raquette, qu'elle soit électrique ou non. Donc, on l'a vu, c'est efficace, sélectif, mais chronophage. La harpe électrique, avoir plutôt peut-être sur les petits ruchers, mais qui fonctionne quand même bien. Protéger, donc, le piégeage de protection, surtout des pièges, utiliser les pièges sélectifs le plus possible. Et à utiliser uniquement au niveau des ruches attaquées, tout simplement pour éviter d'attirer les frelons inutilement. Et notamment par rapport à ça, c'est que plutôt éloigner le stockage des ruches, des hausses, pardon, ou le léchage des hausses, c'est plutôt à éviter pour éviter d'attirer le frelon asiatique, tout au moins. Conserver une meilleure attractivité donc en renouvelant les appâts assez régulièrement et en conservant la phéromone d'alarme avec des frelons asiatiques vivants et ne pas oublier de compter pour déterminer la sélectivité du piège et à stopper si nécessaire. Suivre ces colonies, donc on sait que la gestion du frelon asiatique peut prendre du temps. Mais ça ne doit pas faire oublier de suivre ces colonies, donc de les visiter régulièrement, donc à la fois d'aller les voir, les observer extérieurement, mais aussi les visiter en interne, et d'avoir des colonies les plus robustes possibles, donc à la fois en nombre d'abeilles et les plus saines. Donc, vérifier qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, donc de pathologie. Vérifier aussi l'efficacité des traitements d'été, tout ça, je l'ai dit. Regardez aussi, des fois, il arrive que les ruches sont bourdonneuses depuis bien longtemps. Et puis, les réserves. Donc, c'est important de suivre les réserves, notamment en période de canicule, où là, il n'y a plus d'apport possible. Donc, ne pas hésiter à faire un complément en nutriments, donc en apport de miel, ou alors de transhumer vos ruches sur des mielés qui vont pouvoir donner en quantité du nectar. Et associé à ça, justement, ça va être de les transhumer et d'éventuellement donc de déplacer les ruches sur des zones plus mellifères ou sur des endroits qui sont pas ou en tout cas moins impactés par le frelon asiatique. Et puis de regrouper les petits ruchers, parce qu'on sait que plus les ruchers sont gros, plus la pression est diluée. Donc les regrouper,
pour essayer, voilà, l'union fait la force, on dit, donc pour essayer de préserver nos ruches le plus longtemps possible. Et une dernière chose dont Georges a vraiment bien détaillé, c'est la recherche de nid. Il ne faut pas l'oublier que c'est l'ensemble de ces techniques, y compris la recherche et la destruction des nids, par rapport à ça. Donc, à faire si possible, et je dirais même, c'est pas si possible, ça devient même obligatoire, c'est de trouver un maximum de nids et de les faire détruire avant l'apparition des reproducteurs, hein, c'est-à-dire vers fin septembre, parce que là, on est sûr que tous enfin, il n'y aura pas une transmission génétique puisqu'il n'y aura pas de fondatrices qui auront pu encore être nées. Et donc, tout simplement, on s'assure qu'il y ait, au niveau lutte, en tout cas, que ce soit efficace. Par contre, à partir du mois d'octobre, eh bien, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des fondatrices qui ont pu sortir du nid et pour aller hiverner. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la recherche ni de la destruction pendant l'automne. Il faut continuer à le faire, ça c'est très important pour limiter. Mais on sait que dès lors là, il y a un risque qu'il y ait au moins une ou quelques fondatrices par nid qui arrivent à hiverner et donc redonner au minimum une fondatrice au printemps l'année suivante. Donc ça, c'est important. Et comme l'a rappelé Georges, eh bien, c'est de signaler sur la plateforme frelonasiatique.fr pour faire détruire les nids par un professionnel, puisqu'à ce stade, hein, c'est trop dangereux d'intervenir par soi-même. C'est pas comme au niveau, enfin, pendant la période de printemps où les nids sont de petite taille et que lorsqu'on est juste sur la fondatrice, c'est assez facile de les détruire. Là, il peut y avoir un danger, enfin, un risque important de vouloir le faire soi-même. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces techniques pour essayer de faire en sorte d'avoir des colonies qui résistent à l'attaque du frelon asiatique et de passer l'hiver. Donc c'est vraiment un enjeu de les trouver aussi le plus tôt possible dans la saison. Réutiliser tout ça. C'est la fin de ce 3e webinaire. Merci à tous pour votre participation. On vous donne rendez-vous cet automne pour une journée en présentiel le 30 novembre à Montbrison. On vous fera passer les éléments bientôt. Merci à tous et bonne journée. Oui, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.